Ok, c'est bon. Si vous êtes prêts, moi je suis prêt. Eh bien, nous le Je crois sommes. que nous le sommes aussi, en effet. Bien. Voilà. Alors, comme je vous ai indiqué par courriel, aucun problème pour enregistrer si vous souhaitez enregistrer. C'est bon. Oui, oui, c'est bon. C'est ce qu'on fait actuellement. Alors, que souhaitez-vous savoir? Alors, on a préparé un petit questionnaire. Oui. Donc, tout d'abord, on demandait si vous pouviez rapidement nous décrire votre métier. Alors, mon métier d'exobiologiste ou d'astrobiologiste consiste à rechercher des traces de vie extraterrestre. Et pour ce faire, on prend l'origine de la vie terrestre comme référence. Donc, l'exobiologie comprend à la fois les études de l'origine de la vie sur Terre et également la recherche de vie extraterrestre. Donc, en fait, la vie terrestre nous sert de référence. Et de ce que l'on sait ou croit savoir de l'origine de la vie sur Terre, elle est apparue dans l'eau avec la chimie du carbone. Donc, le travail des exobiologistes ou astrobiologistes, c'est à peu près pareil, hein, consiste à rechercher en dehors de la Terre des sites où il y a à la fois de l'eau à l'état liquide et de la chimie du carbone. Voilà. D'accord. Alors, en ce qui me concerne, j'ai une formation de chimiste et j'ai commencé par travailler sur l'origine de la vie. Et en fait, donc à partir de ces travaux sur les origines de la vie terrestre, je me suis intéressé à la recherche de vie extraterrestre, en particulier parce que on a commencé à rechercher les origines de la vie terrestre en reproduisant ce type de chimie en tube à essai à partir de 1953. Donc ça fait plus de 60 ans. Et on n'a toujours pas réussi à recréer une vie simple en tube à essai. Donc on a vraiment besoin d'un indice d'une relative simplicité. Alors, si on trouve une vie extraterrestre qui démarre dans l'eau et la chimie du carbone, ça veut dire que cette chimie est relativement simple, puisque le phénomène est répétitif. Et donc, s'il est relativement simple, les chimistes qui n'ont pas réussi jusqu'à présent ont une petite chance d'y arriver. C'est-à-dire qu'on exclurait, en trouvant une vie extraterrestre, un acte chimique extrêmement compliqué, extrêmement complexe, qui se serait produit il y a environ 4 milliards d'années sur Terre, et tellement complexe que nous, chimistes, ne pourrons jamais reproduire ce type de chimie en tube à essai. Voilà la démarche. Mais globalement, quand même, l'exobiologie, c'est la finalité extrême, c'est de trouver une vie extraterrestre, et pour ce faire, on prend la vie terrestre comme référence. D'accord. Ok. Alors, deuxième question, quel parcours avez-vous suivi? Alors, j'ai une formation universitaire, donc j'ai fait tout un cursus après un bac mathématique. À l'époque, ça s'appelait Mathelem, hein, donc c'est une bac S maintenant. Et après, j'ai fait une thèse. Donc, je suis docteur d'État en chimie. J'essaie de reproduire des mini-protéines en tube à essai. Donc, très, très rapidement, je me suis intéressé à la formation probable de ces mini-protéines dans les océans de la Terre primitive. En partant du principe que ces mini-protéines, donc ces ancêtres de protéines, ont participé à l'émergence de la vie. Donc, très rapidement, j'ai consacré tous mes travaux pour essayer de comprendre l'émergence spontanée de mini-protéines. Donc, vous savez que les protéines, ce sont des grands colliers qui comportent une centaine de perles construits avec 20 perles de couleurs différentes. Et ce que j'ai réussi à montrer, c'est qu'on pouvait réduire la longueur d'une centaine, on peut la réduire à 10, et on peut réduire la richesse, le nombre de perles de 20 à 2. Donc,
on peut faire donc des ancêtres de protéines très simplifiés qui préfigurent un peu ce que pouvaient être ces protéines formées spontanément dans les océans de la Terre primitive. Voilà mon parcours. Et après, je me suis intéressé à la recherche de vie extraterrestre en essayant de promouvoir des missions et de recherche de vie sur Mars et puis dans le système solaire. D'accord. Donc justement, par rapport à ça, nous, on vous avait indiqué qu'on faisait un TPE, donc Ouais. qui est une épreuve du bac donc, sur les exoplanètes. Est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à votre métier, les exoplanètes, qu'est-ce que ça représente exactement? Alors, évidemment, quand on recherche des sites où pourrait se trouver à la fois de la chimie du carbone et de l'eau à l'état liquide, on n'est pas très exigeant. Hein. On pense qu'il suffit d'avoir de l'eau à l'état liquide, des océans donc, et de la chimie du carbone pour avoir une petite chance de faire démarrer la vie. Donc on regarde dans le système solaire, il n'y a pas tellement d'endroits. Dans le système solaire, il y a Mars évidemment qui était habitable puisque Mars avait des océans. Donc Mars a certainement hérité d'une pluie de micrométéorites qui ont pu apporter cette fameuse chimie du carbone, les molécules carbonées. Après, vous avez Europe, qui est une lune de Jupiter, mais là, on n'a pour l'instant que la présence d'un océan sous la carapace de glace et pas aucune indication de la chimie du carbone. Plus loin, on a Titan, qui est une lune de Saturne, où là, on a la chimie du carbone, mais on n'a pas d'eau. Donc, dans le système solaire, c'est un peu court, on n'a pas trop de lieux. Et donc, on cherche au-delà du système solaire s'il y a des sites où il y aurait à la fois de l'eau et de la chimie du carbone. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la chimie organique, la chimie du carbone est universelle. Ça, on sait maintenant qu'elle se développe dans tous les milieux interstellaires. Donc, il suffit de trouver une planète extrasolaire qui puisse avoir des conditions permettant la présence d'océans. Alors, ça a été on est vraiment très heureux d'apprendre qu'il y a maintenant à peu près 2000 exoplanètes. J'ai pas regardé ce matin, hein, on n'est pas loin de 2000, hein, et dont 31 ou une trentaine sont habitables, donc auraient la taille et la distance à l'étoile qui permettrait d'avoir des océans. Donc pour nous, ça amplifie beaucoup, ça nous conforte dans notre recherche de vie extraterrestre puisqu'on a beaucoup de sites qui présentent à la fois de l'eau et de la chimie du carbone. Donc pour nous, la bonne nouvelle, c'est que on a plus d'espoir de trouver des systèmes vivants ou de la vie sur une exoplanète que finalement dans le système solaire en dehors de Mars. Donc pour nous, c'est vraiment un encouragement énorme. On a beaucoup de planètes, une trentaine de planètes habitables. Et la difficulté, c'est de démontrer qu'elles sont habitées, ce que nous ne savons pas encore. Donc ensuite, on voulait vous demander, vous avez pas mal parlé justement des découvertes qu'on fait récemment. On voulait savoir un peu comment s'organiser la recherche autour du domaine de l'exobiologie. Alors, la recherche est multiple. Hein. Vous avez les chimistes de moins en moins nombreux parce que les chimistes commencent un petit peu à se fatiguer, enfin pas à s'épuiser, mais parce que, comme je vous ai dit, on est en 2016, ça fait 63 ans et on n'a pas fait de très grandes avancées en ce qui concerne la création d'un petit système chimique vivant dans un tube à essai. Donc, vous avez des chimistes qui essayent toujours de comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Ensuite, pour comprendre, toujours en prenant la vie terrestre comme référence, quels sont plus précisément les sites extraterrestres qui pourraient présenter des conditions profitables à la vie. Alors ensuite, vous avez des géologues, des micropaléontologistes qui étudient les plus vieilles traces de vie fossile sur Terre pour essayer de définir des références pour savoir ce que l'on va chercher sur Mars en tant que microfossiles, donc des traces de vie fossilisées sur Mars. Donc ça, ce sont des géologues
qui étudie les roches, et puis quel type de roche serait susceptible de garder les traces de ces premiers systèmes vivants terrestres. Alors là, la difficulté sur Terre, c'est qu'on ne peut pas remonter le temps avec les fossiles aussi loin que l'on souhaiterait. On pense que la vie est apparue il y a 4 milliards d'années, et les plus vieux fossiles sont vieux de 3,4 milliards d'années. Donc ce sont déjà des fossiles très sophistiqués qui probablement sont arrivés à un stade que n'ont jamais atteint les micro-organismes vivant sur Mars, par exemple. Donc là, il y a une difficulté. Mais là, ensuite, vous savez, les planétologues qui étudient les conditions qui existent sur les différentes planètes du système solaire et en particulier sur les lunes de ces planètes, que je vous ai parlé d'Europe, je vous ai parlé de Titan, il y a Encelade aussi, qui est une autre lune de Saturne, qui sont intéressantes. Donc vous avez des astronomes qui sont plutôt des planétologistes qui étudient ces planètes à l'aide de missions, missions américaines, missions européennes, missions japonaises et chinoises. Ensuite, vous avez toute la gamme des astronomes qui détectent les exoplanètes, mais ça vous le savez, avec les différentes méthodes de détection, qui sont soit les vitesses radiales, soit les méthodes des transits ou les lentilles gravitationnelles. Et donc, tout c'est extrêmement pluridisciplinaire, comme vous pouvez le remarquer, puisqu'il y a, alors en plus, on essaye aussi de voir, il y a des biologistes ou des microbiologistes toujours sur Terre qui essaient de voir quelles sont les conditions extrêmes de la vie terrestre pour toujours essayer d'étendre le domaine d'habitabilité des exoplanètes ou des planètes extraterrestres. Alors actuellement, on en est à des bactéries qui vivent à des températures qui vont de moins 20 degrés dans le pergélisol, le permafrost sibérien, à plus 113 degrés au niveau des sources hydrothermales. Donc, on se rend compte que les bactéries terrestres, enfin certaines bactéries, sont capables de vivre dans des conditions dramatiques, à des pH très bas, donc très haute température, mais également dans des fortes saumures, des fortes concentrations en sel. Donc, vous avez donc des biologistes, microbiologistes, et puis après, vous avez les astronomes, bien sûr, qui vont essayer de détecter les planètes extrasolaires. Et surtout, vous avez aussi des astronomes qui essayent de définir des biosignatures pour faire de la télédétection de systèmes vivants sur une exoplanète, ce qui n'est pas simple. Donc, c'est extrêmement pluridisciplinaire. C'est un des grands avantages de ce métier. Et tous ces gens se rencontrent dans des congrès et se comprennent, ce qui est réconfortant. Donc, on utilise un vocabulaire qui est relativement simple et comme il n'y a pas de grands enjeux économiques derrière, on arrive à vivre en bonne harmonie sans trop grande compétition. Évidemment, il y a une compétition parce que chacun voudrait être le premier à découvrir l'origine de la vie ou le premier à découvrir la première exoplanète habitée, mais néanmoins, il y a une très bonne communication entre nous. On forme une communauté assez soudée, qui vit en bonne harmonie. D'accord. Et justement, donc par rapport à ce domaine qu'est l'exobiologie, vous, qu'est-ce que vous voyez comme avenir, entre guillemets? La preuve, pour l'instant, je pense que les bonnes nouvelles vont venir des exoplanètes. J'ai bon espoir qu'on arrive à détecter dans les atmosphères de ces exoplanètes des biosignatures. Donc, par exemple, si on est en train d'analyser les atmosphères, on arrive de plus en plus à analyser les atmosphères de ces exoplanètes, et si dans une de ces atmosphères, il y a à la fois beaucoup d'oxygène, du CO2 et de la vapeur d'eau, ça veut dire que cette planète pratique probablement la photosynthèse oxygénique, donc avec des systèmes vivants. Peut-être très simples, rudimentaires, mais néanmoins vivants. Et ça, alors, il y a évidemment l'autre espoir, mais qui est un peu aléatoire, c'est de capter un signal
émanant d'une civilisation extraterrestre intelligente. Alors, c'est le fameux programme SETI pour Search for Extraterrestrial Intelligence. Et ça, le message peut arriver dans 2 minutes. Hein. Bon, mais ça fait longtemps qu'on écoute et pour l'instant, on n'entend rien. Enfin, on n'a rien capté qui puisse être interprété comme un signal émanant d'une civilisation intelligente. Et alors, évidemment, c'est le fameux paradoxe de Fermi. Vous savez qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, qu'il y a la Voie lactée, qu'il y a environ 200 milliards de galaxies comme la Voie lactée. Ça fait donc des milliards d'étoiles qui ont probablement des milliards de planètes habitables. Et la Terre s'est formée, le système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, alors que l'univers s'est formé il y a 13,8 milliards d'années. Donc on a largement le temps de faire apparaître avant la Terre d'autres terres, et sur ces autres terres qui sont apparues bien avant la Terre, des bactéries qui évoluent vers des systèmes intelligents, s'ils existent. Et donc, mais pour l'instant, on n'a capté aucun signal intelligent. Donc, mais c'est une possibilité. Alors évidemment, le troisième espoir, c'est de pouvoir certifier ces fameux ovnis. Mais pour l'instant, ça reste. On n'a aucune preuve tangible de l'existence de ces visiteurs extraterrestres qui se déplaceraient à des vitesses considérables et qui viendraient nous visiter. Mais pour l'instant, on n'a pas de preuve irréfutable de la présence de ces visiteurs extraterrestres. Mais c'est une possibilité. Quoique, la planète habitable la plus proche est vraiment très lointaine. Hein. Donc, il faut déjà qu'ils aient inventé des systèmes de propulsion extrêmement rapides pour pouvoir venir jusqu'à nous et repartir. Ce qui paraît pour l'instant, ce qui pour nous actuellement totalement impossible. Alors, dans le cas de notre TPE, on doit faire une expérience. Est-ce que vous aurez des idées à nous proposer? Ah, ça, c'est la grosse difficulté. C'est la grosse difficulté parce que c'est la question piège, hein, la question que tout le monde voudrait savoir. Donnez-nous une expérience simple à faire pour démontrer l'origine de la vie. Alors, bon, ou pour démontrer la vie extraterrestre. J'en connais pas vraiment. Hein. Alors, il faudrait que je vois. On a fait une exposition. Je vais me renseigner. On a fait une exposition sur l'origine de la vie et je pense qu'il y a. C'est une exposition de panneaux, mais avec des tables et des manips sur les tables. Alors, s'il y a une manip qui paraît simple à faire, je vous enverrai la recette. Mais pour l'instant, de mémoire, j'ai peut-être le PDF de l'expo, mais je vais regarder puis je vous enverrai à Arthur ou à l'un de vous. Je crois que c'est Arthur, mon contact, hein, il me semble. Alexandre, je crois plutôt, Alexandre. Par mail que vous avez. Par mail, c'est Alexandre. Donc, je regarderai. Je le note et puis je vous enverrai quelque chose à faire de simple. C'est pas évident. Hein. Ça fait 60 ans qu'on essaie dans un tube à essai, je peux pas vous donner une recette. Hein. Si j'avais la recette, j'aurais peut-être une Nobel. Hein. Il y a un prix Nobel à glaner là pour le premier qui pas d'un système simple dans un tube à essai. D'accord. Ça peut vous motiver, ça. Un prix Nobel, c'est pas assez bien quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas eu dans notre discipline. Il y a un prix Nobel, Christian de Duve, qui s'est intéressé à notre discipline. Il y a plusieurs prix Nobel qui se sont intéressés à notre discipline, mais sur le tard, mais qui n'ont pas eu le prix Nobel pour leurs travaux sur l'exobiologie. Donc pour l'instant, on n'a pas de prix Nobel sur ce sujet, mais on a des prix Nobel qui s'y intéressent. On en a eu au moins 3. Mais Jean-Marie Laine à Strasbourg s'y intéresse, Christian de Duve malheureusement est décédé, Manfred Eigen en Allemagne aussi s'intéresse. Donc ils font partie de notre communauté, mais ils y sont venus sur le tard. Ils ne sont pas tombés dans la soupe comme dans le potage comme moi quand j'avais 30 ans. Hein, donc. Par rapport donc aux actualités, aussi on se demandait qu'est-ce que vous pensez justement de cette fameuse planète X qu'on a découvert récemment?
Oui, alors, bon, c'est intéressant. Elle n'a pas été découverte, hein. Cette fameuse planète X, elle, son existence potentielle vient du fait que vous avez ce qu'on appelle des mini-planètes. Enfin, ce sont pas vraiment des planètes, mais c'est des corps qui orbitent autour du Soleil, des corps assez gros. Il y en a trois qui orbitent d'une manière bizarre. Elles sont dans un même plan et elles ont une ellipticité très aplatie, très ovale, hein. Donc tout à fait anormal par rapport aux autres corps qui gravitent autour du Soleil, qui sont grosso modo pas vraiment sphériques, mais un peu elliptiques. Alors elles sont vraiment très aplaties, ces ellipses sont très aplaties, et on pense, on pense que cette anomalie est provoquée par un corps de masse importante avec une force gravitationnelle qui cause justement cette anomalie. Et donc, ils ont fait des calculs et ils ont pu déterminer, d'après la nature de l'anomalie de ces trois planètes, mini-planètes, qui ne sont pas vraiment des planètes, mais enfin qui sont considérées comme des mini-planètes, à partir de ces anomalies, de ces trois planètes, ils ont calculé la masse et la position de cette planète X. Donc c'est uniquement à partir de l'effet qu'aurait cette planète sur la trajectoire de ces trois corps que les calculs ont été faits et qui ont permis de déduire la présence d'une grosse masse qui serait je crois que c'est entre 6 et 10 fois plus loin que Neptune, donc encore plus, pas au bout du système solaire, hein, mais beaucoup plus loin, et qui donc est tellement loin qu'elle est peu éclairée par le Soleil, donc pas visible actuellement par Hubble. Mais elle sera peut-être visible par le successeur de Hubble, qui est le James Webb. Le James Webb télescope, et qui aura une sensibilité beaucoup plus grande que Hubble et qui pourra peut-être la voir. Alors encore faut-il que cette planète réponde aux critères d'une planète. Une planète, c'est pas n'importe quel corps qui gravite autour du Soleil. Alors il faut que cette planète réponde à trois critères. D'une part, qu'elle orbite autour du Soleil. Bon, ça c'est la première définition. Le premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'elle soit suffisamment grosse pour être sphérique. Et enfin, le troisième critère, c'est qu'elle ait nettoyé tout ce qui traîne autour d'elle, qu'elle ait fait le ménage autour d'elle, donc elle ait nettoyé son environnement. Alors, c'est parce que Pluton n'a pas nettoyé son environnement que Pluton a été déclassé. Alors, le drame de Pluton, c'est que c'était la seule planète découverte par les Américains. Et donc, les Américains, actuellement, s'acharnent à démontrer à découvrir cette grosse planète X pour que enfin les Américains aient leur planète. Et je crois que c'est la même personne, le même astronome qui a participé à la dégradation de Pluton qui s'acharne sur la planète X. Mais je pourrais vous envoyer, j'ai un petit texte là qui a été publié dans Le Monde, hein, donc qui a vulgarisé, qui explique bien pourquoi est-ce que c'est, pour l'instant, c'est une planète qui est supputée par l'anomalie qu'elle produit sur trois petites planètes qui ont un comportement bizarre. Voilà. Ok, c'est clair? C'est clair. Bon. C'est clair. Bon, après j'ai peut-être une question idiote, je pense pas que vous ayez une réponse. Mais est-ce que vous avez parmi certaines exoplanètes, ça a l'air débile, mais peut-être une exoplanète préférée, quelque chose que vous aimez dans ses caractéristiques éventuellement? Il faut qu'elle soit rocheuse. Vous savez que les 31, je crois que c'est 31, je vous ai envoyé, je crois, le site, hein, Oui. Le site américain qui donne les planètes. Il y en a une qui est petite, hein, qui est rocheuse,
et qui serait vraiment une bonne candidate, hein. Donc, ça serait ma préférée quand même. Les super terres, bon, c'est bien, mais enfin, ça c'est peut-être un petit peu égoïste, hein, égocentrique, mais une petite planète rocheuse, la plus petite d'entre elles, ça me paraît bien avec la bonne température. Là, je crois qu'elles sont toutes autour de naines rouges, hein, donc elles sont proches de l'étoile. Ce qu'il faudrait, c'est en trouver une qui soit un peu plus loin de l'étoile, mais d'une étoile comme le Soleil en plus. Alors, la grosse difficulté pour les exoplanètes et pour l'apparition de la vie, c'est on ne connaît pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, la complexité, tous les facteurs qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre. Alors, je vous ai dit qu'à minima, il faut de l'eau et de la chimie du carbone, mais la Terre a quand même des spécificités. La Terre a une lune qui provoque des marées. Les marées provoquent des va-et-vient de l'eau sur, par exemple, les berges, sur les plages, qui ont pu participer à la chimie de l'origine de la vie. Alors, si il faut la Lune, bon, ça limite déjà le nombre d'exoplanètes, hein. Ensuite, la Terre a un champ magnétique permanent, avec la dynamo du centre de la Terre qui tourne et donc qui provoque un champ magnétique permanent. Ce champ magnétique permanent induit une magnétosphère. Donc la magnétosphère, c'est un bouclier magnétique qui dévie la radioactivité du Soleil et qui renvoie cette radioactivité sur les pôles. Donc, est-ce que cette magnétosphère a favorisé l'apparition de la vie sur Terre? D'autre part, la Terre a aussi une tectonique de plaques. Alors, par exemple, Mars n'a pas de champ magnétique permanent. La Terre, en plus, elle a une tectonique de plaques importante qui est alimentée par les océans. Alors, apparemment, Mars n'a pas eu de forte tectonique de plaques. Donc, s'il a fallu à la Terre qu'il y ait à la fois la Lune, le champ magnétique permanent et la tectonique de plaques pour démarrer la vie, ça réduit considérablement quand même. Donc, ce qui serait l'idéal, c'est d'avoir une petite planète qui ait toutes ces caractéristiques. La Terre a quand même beaucoup de caractéristiques. Alors, est-ce qu'il faut toutes ces spécificités ou pas? Ça, on n'en sait rien. Trouver la vie sur Mars qui n'a pas de champ magnétique permanent, qui n'a pas de tectonique, qui n'a pas eu de grosses tectoniques de plaques, ça voudrait dire que finalement, il ne faut pas tout ça, que c'est pas indispensable. Donc, c'est aussi un des intérêts de la recherche de vie sur Mars, qui est vraiment actuellement notre cible préférée quand même. C'est là se concentrent les missions. Pour l'instant, on a trouvé de l'eau, ça on sait qu'il y avait des océans à la surface de Mars. On n'a pas encore de bilan de chimie du carbone. Alors, vous avez des effets d'annonce un peu tonitruants qui vous disent tous les éléments nécessaires à l'apparition de la vie sont présents sur Mars. C'est ce qu'ils oublient de dire, par élément, c'est vraiment un élément chimique. C'est carbone atomique, hydrogène atomique, etc. C'est pas des molécules organiques qui ont à la fois carbone, hydrogène comme un acide aminé ou bien un sucre un nucléotide. Donc, faut se méfier un petit peu des annonces un peu dithyrambiques, hein, ça c'est le problème de la recherche de crédit, hein. Il faut faire souvent des effets d'annonce et les communiqués de presse sont souvent un petit peu trompeurs, hein, mais bon. Et ça, après, quand vous voyez des annonces dans la presse en disant tous les éléments nécessaires à l'apparition de la vie sont présents sur Mars, les journalistes me téléphonent et je leur dis non, je suis désolé, mais alors on passe pour un rabat-joie, mais enfin bon. La recherche, la science, pour être crédible, doit être rigoureuse. Donc, quelle que soit la difficulté de recherche de crédit, il faut être rigoureux. Et donc, mais ça, c'est aussi pour vous. Vous verrez, si vous pratiquez la recherche, c'est essentiellement de la rigueur, encore de la rigueur, toujours de la rigueur, malgré les conditions difficiles quelquefois, qui vous entraînent. Il y a deux tentations, enfin ça c'est en aparté, hein, deux tentations terribles. C'est d'une part l'attrait des médias. Pour passer à la télévision, les gens sont capables de n'importe quoi. Et aussi pour avoir des crédits, les gens quelquefois font de la surenchère et vont au-delà de la rigueur. On se demandait si peut-être un jour, grâce à l'évolution de la chimie, on pourrait prendre une autre planète que la Terre, ou autre chose que la Terre comme point de départ
par rapport à... Par rapport à peut-être la synthèse de certaines choses. Enfin, vous nous avez dit tout à l'heure, et on avait vu notamment au cours de nos recherches, que on prenait beaucoup la Terre, par exemple la synthèse carbonique, comme vous avez dit. Oui. Est-ce que vous pensez un jour éventuellement que grâce à des découvertes, on sera à même de, de se passer, entre guillemets, des règles terrestres pour Oui, éventuellement trouver de nouveaux moyens de faire apparaître la vie? oui. Quand je vous ai dit que bon, il faut trouver des systèmes considérés comme vivants, donc que nous définissons à minima comme des systèmes capables de faire plus d'eux-mêmes par eux-mêmes. Hein, donc c'est l'autoreproduction pour proliférer, et puis capable aussi d'évoluer pour pouvoir se perfectionner. Donc, si on prend l'eau et la chimie du carbone, c'est pas uniquement par manque d'imagination ou par anthropocentrisme simple, mais parce que ce couple a des vertus particulières. L'eau et la chimie du carbone, c'est vraiment un couple qui a des vertus particulières que j'ai contribué à démontrer en laboratoire par mes travaux. Et donc, mais quand je vous dis qu'un système vivant est un système capable d'autoreproduction et d'évolution, je ne vous parle pas d'eau ou de chimie du carbone. Hein. Je vous dis système capable d'autoreproduction et d'évolution. Donc, on peut envisager d'autres systèmes vivants, mais si vous voulez, sur Terre, ils n'existent pas. Donc, sur Terre, tous les systèmes vivants utilisent le même moteur biologique. Hein. Donc, il n'y a pas d'autre forme de vie sur Terre autre que la vie carbonée dans l'eau ou à base d'eau. Et donc, si vous, on peut imaginer d'autres systèmes. La vertu de l'eau, c'est les liaisons hydrogènes entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène, qui donnent un réseau très dense. Si l'eau, normalement, si vous savez que la masse moléculaire c'est 18, le CO2 c'est 44, donc le CO2 à la surface de la Terre, il est gazeux, comme vous savez, c'est un gaz. Donc pourquoi est-ce que l'eau masse 18 est liquide alors que dans les mêmes conditions, le CO2 beaucoup plus lourd, la molécule est beaucoup plus lourde, est gazeux. H2S est gazeux, beaucoup plus lourd. Alors si la molécule d'eau, H2O, est liquide à la surface de la Terre, c'est parce que le réseau de liaison hydrogène dans les molécules d'eau est extrêmement dense, beaucoup plus dense que dans les autres solvants. Donc, et ces liaisons hydrogènes sont importantes parce que ce sont les liaisons hydrogènes qui structurent les composants des systèmes vivants. Donc, les protéines, les ADN, les membranes, etc. Donc, il faut trouver un liquide qui permet d'avoir des liaisons hydrogènes. Il n'y en a pas trop. Il y a l'ammoniac liquide, mais on ne connaît pas de réservoir d'ammoniac liquide dans l'univers. Hein. Donc, il n'y a pas tellement de candidats. Pour le carbone, sa vertu principale, c'est sa tétravalence. C'est 4 bras. Alors, le silicium a 4 bras, mais le silicium, sa chimie est beaucoup moins inventive. Dans la chimie du carbone, qui a été répertoriée maintenant dans des bouquins, la Bible de la chimie, c'est le Ballstein, il y a plusieurs millions de molécules à base de carbone. Alors que les molécules à base de silicium, qui est aussi tétravalent, 4 bras, il y a une vingtaine de molécules. Donc, sa chimie est beaucoup moins inventive. Le silicium est dans la même colonne du tableau de Mendeleïev que le carbone, mais en dessous, donc son atome est plus gros, il est moins réactif, il est moins stable, moins réactif. Et, la chimie du carbone utilise beaucoup les doubles liaisons CC et triple liaisons CC. Pour le silicium, on connaît que très peu de liaisons doubles SI-SI et on ne connaît pas de triple liaison SI-SI. Donc, pour toutes ces raisons, on considère que une vie à base de silicium serait à l'état solide, puisqu'il n'y a pas beaucoup de solvants des molécules de silicium, donc ça paraît improbable. Mais alors, si vous cherchez une vie autre qu'une vie basée sur l'eau et la chimie du carbone, et si vous faites une demande dans une agence spatiale en disant « je veux faire une mission qui va rechercher une vie qui ne soit pas basée sur le carbone, mais je ne sais pas quel type de vie », ça m'étonnerait que l'agence vous signe un contrat pour faire la mission. Hein. Donc, il faut quand même définir l'objet.
Alors on peut imaginer, mais on a essayé d'imaginer d'autres systèmes vivants. Pour l'instant, on n'exclut pas. Et par exemple, un autre exemple, si vous avez dans un ordinateur un message et qui peut s'alimenter à partir d'éléments qui sont présents dans l'ordinateur, et s'il est capable de se dupliquer, de s'auto-reproduire et d'évoluer très vite, beaucoup plus vite que l'antivirus, pour moi, il sera vivant. Tout système qui est capable d'auto-reproduction et d'évolution est considéré comme vivant. Donc ça peut être un virus informatique. Et si ce virus, on ne lui demande pas à ce virus de refaire l'ordinateur, mais de refaire une copie de lui-même, et s'il est capable de faire ça, et très rapidement, et d'évoluer très rapidement, il pourra mettre en péril toute l'informatique mondiale. Et il sera vivant, à mes yeux. Okay. Et donc, vous venez de parler un peu de l'informatique, etc. Est-ce que vous voyez éventuellement un quelconque lien entre, c'est un peu à part, entre l'exobiologie et éventuellement une intelligence artificielle dans la manière d'apparition de la vie, enfin d'un système vivant? Là, j'ai pas très bien compris la question. Enfin, vous avez parlé d'un virus informatique. Est-ce que pour vous, c'est, si j'ai bien compris, c'est quasiment comme si c'était de la vie qui apparaissait sur un système? Vous considérez ça comme une vie informatique, oui. Ouais. Oui. Donc, est-ce que c'est pas éventuellement une branche qu'emprunterait l'exobiologie? Enfin, je sais pas trop. Oui, mais il y a des chercheurs qui travaillent sur on s'intéresse évidemment à l'intelligence artificielle. Il y a aussi des gens qui s'intéressent, enfin, qui essayent de recréer une vie. L'intelligence, il faut que le système soit capable d'auto-reproduction et d'évolution. Hein. Ça, c'est primordial. Maintenant, est-ce que pour l'instant, on est en contact avec des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui essayent d'imaginer, de faire un travail théorique sur l'origine de la vie, en relation avec, et en particulier sur ordinateur. Alors il y a toute une école qui fait de la simulation, qui fait des constructions sur ordinateur, d'agrégation de systèmes, par exemple d'éléments, et qui essaye sur l'ordinateur de se faire répliquer, mais c'est uniquement au niveau de l'image. Là, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ils font des structures sur ordinateur qui sont capables de se dupliquer. Donc, par exemple, ils imitent des membranes ou bien des associations de micelles, donc de petites gouttelettes, et qu'ils essayent et qu'ils arrivent à les faire se copier et à évoluer. Alors ça reste un travail théorique d'image sur ordinateur. Et c'est vivant mais c'est vivant uniquement en termes d'image. Et nous, pour que ceci est une réalité, il faut quand même être capable de le transférer en termes matériels. Et donc, l'argument que me donnent on discute beaucoup avec les Israéliens qui sont très forts dans ce domaine, et moi je leur dis, mais en tant que petit-fils de paysan, il faut qu'on puisse transférer ces images en matière, en tube à essai, et pour pouvoir vérifier la réalité historique de ce qui se passe sur l'ordinateur pour pouvoir démontrer que ça s'est vraiment passé comme ça dans les océans de la Terre primitive. Et alors, la réponse qu'on me fait, c'est que c'est l'ordinateur qui démontre lui-même la véracité du système. Donc, je reste sceptique en ce qui me concerne. C'est un beau travail, c'est un travail intéressant, mais c'est un travail d'ordinateur, donc d'informatique sur écran et par image, et en aucun cas, ça n'a de contrepartie dans la réalité, puisque ça reste un travail informatique. Hein. Abstrait, ouais.
abstrait. La vie terrestre, c'est quand même quelque chose qui existe matériellement. Donc, c'est pas uniquement une vue de l'esprit. Hein. C'est pas une vue informatique. Voilà. Très bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour de nos questions. On a eu nos réponses, je pense. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite d'une part une bonne note à votre TPE. Vous me direz quand même quelquefois, vous n'êtes pas les seuls à m'interroger, hein, parce que c'est un sujet qui revient assez souvent. Actuellement, j'en ai 3 en route, je crois. Et donc, je vous souhaite de réussir votre TPE, mais apparemment, je crois que c'est Alexandre est fanat d'astronomie. Hein. Oui, on est tous les 3, on est plutôt branchés dans le domaine. Ouais. C'est bien. Et puis, faites des sciences, hein, c'est vraiment un métier qui vous procure de grandes satisfactions. Enfin, en ce qui me concerne, moi, j'ai eu la chance de faire quelque chose de passionnant pendant toute ma vie. Alors, on compte sur vous aussi pour continuer le travail, hein, et puis pour apporter une réponse qu'on cherche avec beaucoup d'acharnement. On n'a pas trouvé encore ni de recréer la vie en tube à essai, ni de découvrir une vie extraterrestre sur une exoplanète. Je reste confiant. On a fait beaucoup d'erreurs. Hein. On a fait fausse route. La grande difficulté, c'est que on a du mal à se débarrasser complètement de la biologie contemporaine, qui est vraiment très sophistiquée, qui est magnifique. Mais on oublie que c'est le résultat d'un perfectionnement qui s'est fait sur 4 milliards d'années. Donc, nous, il faut qu'on pense en termes beaucoup plus simples. Et alors, généralement, les chimistes aiment bien concevoir, imaginer ce qui a dû se passer, donc imaginer des molécules qui ont démarré la vie. Et donc, du bureau, on va à la paillasse, au labo, on fait les manips et puis ça marche pas. On n'arrive pas à faire vivre des molécules. Et donc, peut-être que la solution, c'est d'oublier cette partie conceptuelle, intellectuelle, et puis de mélanger beaucoup de choses dans un tube à essai et de laisser tourner en espérant que quelque chose va émerger du bruit de fond et que c'est quelque chose, maintenant, on sera capable de l'analyser et de le reproduire. Mais alors, ça gêne beaucoup de personnes parce qu'on ne maîtrise plus la partie conceptuelle. Voilà. Donc, ça, c'est un peu gênant. On laisse faire le hasard, une chimie au hasard, et ça gêne un peu les gens. Mais je crois que on sera contraint. Donc, si vous faites de la chimie, n'hésitez pas à faire de la chimie au hasard, en mélangeant beaucoup de choses et en laissant tourner. Et peut-être que c'est peut-être le prix à payer, c'est justement d'oublier cette partie conceptuelle. Nous ne sommes pas des petits dieux créateurs capables d'imaginer ce qui s'est produit. Mais pour l'instant, ça fait quand même plus de 60 ans qu'on n'a pas réussi à faire vivre de la matière en tube à essai. Voilà. Mais je garde bon espoir. Voilà. On va essayer de faire ça, en effet. Bah, écoutez, bonne chance et puis faites des sciences. Il y a encore des métiers, il y a encore des comment on dit, on peut encore trouver du travail dans des labos du CNRS ou à l'université ou bien pour les fanats d'astronomie, il y a encore des astronomes qui sont embauchés, hein, donc il faut faire beaucoup de maths. Et puis c'est le travail, hein. Il y a pas beaucoup de travail, beaucoup de motivation, et puis ça va tout seul. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Tenez-moi au courant, puis tout ce que je vous ai dit, je vous enverrai. Ah oui, une petite manip sympa, oui, ok. C'est pas oublié. Allez, Au revoir. bonne chance. Bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.